En 2014, après avoir écouté toutes les histoires d'horreur sur le Deep Web, j'ai voulu l'explorer par moi-même. D'une certaine manière, je m'attendais à ne trouver rien d'autre que des arnaques, des guides pour des tueurs, des personnes demandant de la pornographie infantile et quelques marchés clandestins. Cependant, je me préparais au pire et, franchement, j'étais plus inquiet de me mettre dans des ennuis avec les autorités que d'avoir l'esprit perturbé dans un avenir proche. Même après 2 ou 3 heures de procrastination, rien ne me prépara à ce que je vis. C'était au milieu de la journée lorsque je commençais ma recherche. Bien sûr, il n'y a pas de Google du Deep Web ni rien de semblable, mais plutôt une wiki avec de nombreux liens. Les liens sont différents de ceux que vous connaissez. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se cache derrière eux, juste des chiffres et du texte à la fin. Au début, c'était ennuyeux, beaucoup de pages mortes, plus que je ne l'attendais, des marchés à la manière d'eBay pour des armes de grade militaire, même des services et bien sûr, des drogues. Je tombais sur une salle de chat où je vis un côté plus sombre des gens que je n'aurais jamais cru possible. De nombreuses personnes atteintes de maladies mentales menaçant d'autres, demandant de la pornographie infantile. C'était vraiment répugnant. 2 heures plus tard, je tombais sur un site qui mit fin à ma petite aventure dans la poubelle de la conscience humaine. C'était un site de culte peut-être, avec peu d'informations à part une adresse e-mail et un peu de discours religieux. Cependant, il y avait une vidéo intégrée sur la page d'accueil du site. Comme un enfant naïf, je l'ouvris sans me soucier du monde. La vidéo avait été filmée avec une caméra vidéo de mauvaise qualité, peut-être enregistrée au début ou au milieu des années 2000. C'était un homme portant un masque et tenant un couteau. Aussi vite que cette scène apparut, une autre se présenta. Il était en train de couper quelque chose de manière similaire à une boucherie. C'est alors que je réalisais que le corps était bipède et dépourvu de fourrure. C'était un être humain. Il coupait violemment les jambes, suivi des cris de cette personne. Une nouvelle scène montrait la décapitation de la tête. Une autre prise du masque, suivie d'une image d'une église avec un symbole étrange. C'était un site de recrutement de culte. Ensuite, d'autres corps furent démembrés et pendus de manière plus grotesque que vous pouvez l'imaginer. Peu après, j'éteignis mon ordinateur et m'éloignai de lui pendant un bon moment. Ce fut ma première et dernière visite sur le Deep Web. Je n'ai jamais envisagé d'y retourner. Je suis technicien en informatique de profession. Je travaille pour une entreprise qui est engagée par des commerces locaux et des consommateurs privés pour configurer des connexions à Internet, installer des logiciels et réparer tout type de problèmes avec des ordinateurs qui peuvent survenir. Donc, naturellement, je reçois toutes sortes d'histoires folles et de problèmes que ces personnes peuvent inventer. Je te jure que certaines de ces personnes ne savent tout simplement pas comment utiliser un ordinateur, même à cette époque. Quoi qu'il en soit, un jour, je reçois un appel d'un commerce local se plaignant que son Internet est en panne et qu'il doit avoir un virus. Je secoue la tête en pensant que quelqu'un a dû débrancher un câble de réseau ou télécharger un cheval de Troie accidentellement. Je me lève et conduis jusqu'au commerce pour aborder le problème. Dès que j'arrive, l'homme qui m'a appelé me voit immédiatement et commence à me parler de hackers, de combien il déteste Microsoft Windows et de combien de virus cela génère et tout ce non-sens que je reçois habituellement lorsque je traite des problèmes d'entreprise. Il me conduit à son ordinateur et je sors mon ordinateur portable, je m'assois devant lui et je commence à travailler. Il me souhaite bonne chance et s'en va faire ce qu'il fait pendant son temps libre. J'ouvre le navigateur. Il utilise Internet Explorer, sans surprise, et ouvre une page blanche. Il n'a même pas de page d'accueil, alors j'essaie de me connecter à google.com. 404. D'accord, je sais que google.com existe définitivement, donc il y a un problème avec sa connexion Internet. J'ouvre son centre de réseau et de partage pour voir s'il a un outil de dépannage intégré pour diagnostiquer le problème, mais je me donne une bonne claque sur le visage en voyant qu'il n'est connecté à aucun réseau. Je cherche des réseaux et trouve quelques connexions sans fil auxquelles il peut se connecter. Tous sont protégés par WEP et je suis presque sûr qu'il ne connaît pas la clé, alors je sors mon ordinateur portable et exécute un outil de craquage de WEP pour reconnecter son ordinateur. Pendant que j'attends que mon outil trouve la clé, un autre réseau apparaît soudainement sur mon ordinateur. Celui-ci n'a pas de mot de passe protégé, juste une série de lettres et de chiffres aléatoires. Maintenant, je m'ennuie extrêmement en attendant que ce type revienne, alors je décide de me connecter et de jeter un coup d'œil pour voir d'où provient ce réseau. Je me connecte sans problème et ouvre mon kit d'outils de craquage pour voir si je peux trouver la source de cette connexion.
Alors que je m'amuse à pirater ce réseau non protégé, mon ordinateur se fige pendant une seconde ou deux, mais cela n'arrive pas souvent, et cela m'a pris par surprise. Je haussais les épaules en pensant que c'était la mauvaise vitesse d'Internet par ici, et je continuais. Quelques minutes plus tard, cependant, cela se reproduisit, et quelques minutes plus tard à nouveau, chaque fois durant de plus en plus longtemps. Quelle étrange situation, pensais-je, que se passe-t-il avec ce réseau ? C'est alors que les choses commencèrent à devenir vraiment intéressantes. Après une longue série de pauses, mon écran clignota un peu, et de nulle part, mon navigateur s'ouvrit tout seul. Maintenant, j'étais inquiet d'avoir infecté mon ordinateur avec un type de logiciel malveillant en me connectant à ce réseau, et je m'apprêtais à fermer le navigateur et à essayer de me déconnecter avant que quelque chose de pire ne se produise. Mais je ne pouvais pas me déconnecter. Peu importe combien de fois je cliquais sur le bouton de déconnexion, mon ordinateur ne répondait pas, même si tout le reste sur mon écran fonctionnait bien. Merde, pensais-je, ça va être une longue journée. Juste au moment où j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton d'alimentation de mon ordinateur portable pour effectuer un redémarrage forcé, mon navigateur s'ouvrit à nouveau, cette fois avec une petite fenêtre de chat disant « Bonjour ». Je restais à regarder l'écran pendant quelques secondes, ne sachant vraiment pas ce qui se passait. « Je veux parler avec toi ». J'avais déjà entendu parler de ces programmes d'IA qui ont toutes ces réponses programmées pour simuler une conversation avec des gens, et je n'étais pas impressionné. C'était un virus très vilain. Tu dois quitter ce réseau maintenant, c'est ton dernier avertissement. Peut-être un programme de sécurité automatisé conçu pour tenir les hackers à l'écart. Je dois admettre que cela m'impressionna. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Je te le dis une dernière fois, sors maintenant. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais je répondis au programme ou à ce que c'était, et la réponse suivante me terrifia plus que quoi que ce soit dans ce monde. Le programme commença à lister des informations sur moi, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mes informations de carte de crédit, les noms de mes parents, leur adresse. Mon cœur s'enfonça dans ma poitrine et toute la couleur quitta immédiatement mon visage. Je ne pouvais pas bouger, je restais juste assis, paralysé par la peur. Mais ce qui suivit fut encore pire. Ne me regarde pas comme ça, ta webcam est allumée. Tu ne devrais vraiment pas regarder autant, tu pourrais voir quelque chose dont tu pourrais regretter. Tout à coup, les images les plus horribles que tu puisses imaginer apparurent sur mon écran. Des images d'humains handicapés, de sacrifices humains, de membres démembrés, de cannibales mangeant des gens, des vidéos de suicides massifs et de pelotons d'exécution. Mon cœur battait rapidement, mon corps tremblait de peur à cause des images que je voyais. Elles sont gravées dans mon cerveau. Ce sont des choses que personne ne devrait voir. Je rassemblais les forces qu'il me restait. J'appuyais sur le bouton d'alimentation de mon ordinateur et je le fermais brutalement. Je courus aux toilettes et vomis quelquefois. J'étais couvert de sueur. Je pouvais à peine me contrôler. Il me fallut environ 20 minutes pour retourner à mon ordinateur et, même alors, j'avais du mal à m'en approcher. Je regardais l'ordinateur de mon client et il était connecté au réseau sans fil que je craquais avant. Ça fonctionnait bien maintenant. Juste à ce moment-là, mon client revint et me remercia pour avoir réparé son Internet. Je ne dis rien, je pris juste mon ordinateur portable et je partis. Ainsi, j'ai décidé de visiter le Deep Web, le Dark Web, peu importe comment on l'appelle, tu sais de quoi je parle, le cercle le plus bas de l'enfer sur Internet, l'endroit où abondent les pathologies, où les pédophiles et les trafiquants de drogue côtoient les marchands d'armes et les tueurs à gages. Mon but, appelle-le curiosité morbide. Je cherchais le contenu le plus extrême que je pouvais trouver. Je me considère comme un étudiant de la condition humaine et je suis fasciné par les pulsions les plus sombres de l'homme, son apparent haine de soi. Je voulais mesurer les profondeurs de sa dépravation et voir ce que je pouvais trouver. Connaissance pour le bien de la connaissance ou quelque chose comme ça. Je viens d'une famille riche et je n'ai jamais connu le besoin. L'argent n'a jamais été un problème pour moi. Je supposais que je devrais payer pour ma curiosité et j'avais avec moi une bonne somme d'argent liquide et des bitcoins, plusieurs milliers de dollars. Je ne vais pas détailler les instructions pour accéder à ce dark web. Si tu as le désir, cela nécessite juste un peu de recherche. Tu voudras aussi utiliser un ordinateur jetable, à moins d'être un peu doué en technologie. J'ai été escroqué plus d'une fois, mais je m'y attendais.
Après 2 semaines de recherche et d'être continuellement escroqué, je suis finalement tombé sur quelque chose d'assez intéressant. Je cherchais ce qu'on appelle des Red Rooms, et, après quelques échanges avec une personne sur un certain forum de messages, on m'a fourni un lien vers un streaming en direct. On m'a assuré que c'était authentique et que ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Je n'ai aucun doute que c'était réel. Si tu le voyais, tu saurais que c'était le cas. Ça m'a coûté seulement $500. La caméra montrait une pièce de la taille d'une grande chambre. Il y avait de la terre éparpillée sur le sol. Ce qui semblait être une roche géante occupait un coin, et devant cela se trouvait une petite piscine gonflable remplie d'eau. Je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait se passer. Soudain, une partie du plafond a disparu, et une fille, la tête en bas, a été descendue dans la pièce. Elle était suspendue par les pieds par ce qui semblait être des pinces géantes. Ses mains étaient attachées derrière son dos et elle avait du ruban adhésif sur la bouche. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, peut-être moins. Inutile de dire qu'elle était terrorisée. Il ne s'est rien passé pendant quelques secondes. Puis, sous la roche, une tête est apparue. C'était un serpent, un anaconda, je crois. Lentement, très lentement, il est sorti de son cachette, sa langue fourchue testant l'air. Les yeux de la fille s'agrandirent comme des assiettes avec une terreur profonde qu'elle n'avait jamais connue. Le serpent continua son avancée, furtivement. Il était gigantesque, mesurant au moins 9 mètres de long. Sa tête se leva à quelques centimètres de la fille, sa langue se mouvant encore d'un côté à l'autre. Il planait au-dessus d'elle avec toute son agressivité contenue. Heureusement, la fille s'est évanouie. Quoi que tenaient les pinces a commencé à secouer la fille, comme si elle jouait avec un jouet devant un chat. La tête du serpent a reculé un peu, sa langue se mouvant toujours. Elle est restée immobile pendant de longues secondes et puis, sans avertissement, a attaqué. Ses mâchoires se sont refermées sur sa gorge et son corps s'est enroulé autour d'elle avec une vitesse incroyable. Elle l'a fait tomber au sol et a commencé à lui ôter la vie pendant que les énormes pinces se levaient de la pièce et que le panneau du plafond était remplacé. J'ai regardé, ahuri, tandis que le serpent se désenroulait et libérait ses dents de la gorge de la fille. Puis il a désarticulé sa mâchoire et a commencé à l'avaler entière. Tout le processus n'a pas pris plus de 5 minutes et tout a été acheté et payé par moi. Je suppose que nous nous reverrons en enfer. Je publie ceci à travers un proxy, alors ne pense même pas à faire quelque chose d'intelligent pour me retrouver. J'ai déjà assez de problèmes avec les gens qui essaient de me trouver pour m'inquiéter de ça aussi. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque j'ai trouvé une bonne source d'amphétamine sur un marché de la Deep Web que je ne nommerai pas. Je vis dans un si petit et ennuyeux village que même les lycéens ne vendent pas de drogue. C'est plus ennuyeux que l'enfer ici, ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à commander du speed sur Internet en premier lieu. J'ai toujours été très prudent. J'ai bien caché mes bitcoins et j'ai veillé à ce que chaque transaction soit très bien cryptée. Et oui, avant que tu ne poses la question, les proxys que j'utilisais étaient entièrement configurés et fiables. Ce n'était pas la technologie qui m'a trahi, pas du tout. En fait, c'était une seule erreur de jugement avec un vendeur en qui j'avais confiance et à qui j'ai donné ma véritable adresse physique. Au début, je ne recevais que de petits colis pour mon usage personnel, donc c'était facile de les faire envoyer à la maison d'une vieille dame qui vivait près de chez moi. Son infirmière vérifiait le courrier très tard dans la journée, donc il n'y avait jamais eu trop de problèmes pour récupérer le speed avant qu'il ne s'en rende compte. Mais mon habitude a grandi et j'ai commencé à initier mes amis proches à la drogue. Finalement, j'ai contacté mon vendeur pour demander des quantités beaucoup plus grandes, assez pour vendre localement. Nous avons commencé à travailler comme partenaires dans une chaîne d'approvisionnement et j'ai commencé à passer des commandes substantielles régulièrement. Les drogues venaient à l'origine dans de petites enveloppes rembourrées, mais maintenant elles devaient être envoyées dans une plus grande boîte en carton. Les enveloppes rentraient facilement dans la boîte aux lettres, mais une boîte comme celle-ci devrait être livrée à la porte principale. Je ne pouvais pas permettre au facteur de monter à l'entrée de la maison d'un étranger pour sonner à la porte, alors j'ai demandé que les drogues commencent à être envoyées directement à moi. À ce stade, je savais que le vendeur était légitime et fiable, donc lui confier mon adresse me semblait plus sûr que l'alternative. Nous étions devenus quelque chose comme des amis occasionnels à ce stade, et nous avons commencé à faire les mêmes choses ensemble, comme visiter les mêmes communautés de la Deep Web et discuter si nous étions tous les deux en ligne.
Mon vendeur était terriblement drôle parfois et semblait vraiment être un bon gars. Je suppose que c'est en partie la raison pour laquelle je lui faisais confiance. Mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute ce qui s'est passé. Récemment, j'ai reçu un envoi totalement insatisfaisant. Les pilules comprimées semblaient correctes au début, mais avaient un goût de farine amère et étaient trop fragiles. Elles n'avaient aucun effet. Je m'étais fait arnaquer, et quand j'ai vérifié le marché, j'ai découvert que les comptes de mon vendeur avaient été fermés. Il n'a laissé aucun message pour expliquer cela. J'ai supposé qu'il m'avait simplement volé, mais cela ne semblait pas être quelque chose qu'il ferait. Je me demandais si je l'avais mal jugé. Hier, j'ai remarqué qu'un de ses comptes publiait activement sur l'un des petits forums de la communauté que nous fréquentions tous les deux. Je l'ai contacté immédiatement par message privé et lui ai demandé s'il savait que son dernier lot était une fraude complète. Il s'est écoulé environ 25 minutes avant que je reçoive une réponse, mais soudain, des messages ont commencé à arriver en cascade. Cela a commencé comme ça. La personne que tu essaies de contacter est décédée. Désolé. C'est un ermite. Personne n'a frappé à sa porte pendant tout le temps que je suis ici. 3 semaines entières sans visiteurs. N'est-ce pas drôle? J'ai presque fini de le manger. Je n'ai pas gaspillé beaucoup de tissu mou. Il n'avait presque pas de nourriture dans la maison quand je l'ai tué, donc je n'ai même pas eu à vider le réfrigérateur pour stocker sa chair. Je n'ai même pas encore eu à sortir les poubelles. N'est-ce pas amusant? J'ai répondu en l'accusant de pousser une blague étrange trop loin. Je lui ai dit qu'il me devait au moins une explication pour le dernier envoi. Sa réponse, c'est de la farine d'os. Tu n'as jamais senti la farine d'os? Tu n'avais pas de jardin quand tu étais enfant? Ou quelque chose comme ça? Je pensais que ça serait évident. Le squelette était la seule chose dont je n'avais pas encore découvert quoi faire. Je me suis rendu compte que je pouvais résoudre ce problème et aussi faire une petite blague. Allez, tu ne penses pas que c'est une idée amusante? Il y a eu une brève pause, et puis une autre série de messages courts est apparue avant que je puisse même formuler ma réponse. Tu sais, tu ne vis en réalité pas très loin d'où je suis maintenant, selon l'adresse que j'ai ici. Toi et ce gars êtes juste de l'autre côté de la frontière d'État, l'un de l'autre. N'est-ce pas quelque chose? Eh bien, on se verra bientôt. Que pensez-vous? C'est probablement juste un stratagème pour me faire peur, n'est-ce pas? Pour donner du contexte à cette publication, permettez-moi de vous expliquer qui je suis et pourquoi je partage cette information. Je suis un homme de 22 ans qui vient de terminer sa maîtrise à l'université. J'avais environ 12 ans lorsque j'ai obtenu la permission de commencer à utiliser l'ordinateur portable de secours de mon père, car son travail lui en fournissait un nouveau tous les 2 ans et il a pensé qu'il serait utile que je m'habitue à la technologie dès le début. Lorsque je suis arrivé au collège, j'ai entendu parler d'un groupe de fumeurs de marijuana. Pourquoi diable parlait-il de ça? Je ne sais pas. Que des gens accédaient à des parties restreintes d'Internet contenant des informations sur tout le monde. Je suis allé chercher plus d'informations en ligne et j'ai découvert la Dark Web, ce que la plupart d'entre vous connaissent sous le nom de Deep Web. J'ai trouvé des sites proxy, ainsi que des hacks que vous pouviez utiliser via des commandes de console pour masquer votre adresse IP et, en gros, passer à travers de nombreuses portes closes. J'ai passé la plupart de mon adolescence à faire ce genre de choses en ligne, utilisant certains forums comme Radpoint2 pour parler avec des personnes qui faisaient fondamentalement la même merde que moi. Je n'avais pas beaucoup d'amis hors ligne, donc oui, le monde en ligne était un refuge pour moi, et je suis devenu assez bon pour passer inaperçu. J'avais 3 alias que j'utilisais, mais un seul ami proche en ligne savait qu'ils étaient tous moi. Daniel était mon principal lien avec la Dark Web, car d'une manière ou d'une autre, il passait plus de temps dessus que moi, même lorsque la seule chose que nous faisions ensemble, à part naviguer sans être vus, était de jouer à Halo sur ma liste d'amis. Ce que j'aimais chez lui, c'est qu'aucun de nous ne mentionnait nos noms de famille, ni aucune information réelle, bien que nous puissions tous deux l'avoir recherché à tout moment et trouver pratiquement tout ce que nous voulions sur l'autre. Cela dit, j'avais plus confiance en Daniel qu'en presque personne, et il en savait plus sur cette histoire que je ne serais prêt à l'admettre ici. Pendant l'université, j'ai partagé ma chambre avec un vendeur local de drogue qui, à l'insu du conseil éducatif qui l'a expulsé, travaillait pour moi. Il était plus facile de commander des narcotiques en ligne, comme MDMA et Ecstasy, si vous saviez où chercher. Je les recevais même dans la boîte postale de mon dortoir, une fois sans que personne ne s'en aperçoive. Je récupérais les drogues en ligne et mon ancien ami les revendait ensuite par ses contacts dans la vie réelle puisque je n'avais pas les miens.
C'est à cette époque que j'ai ressenti que j'avais toutes les cartes et que personne ne pouvait me toucher s'il ne pouvait pas tracer mon IP. J'étais dans ma 2e année de mon cursus de biomédecine lorsque je me suis impliqué dans des choses stupides. Des sites avec des morceaux de choses complètement perturbantes de personnes partageant des vidéos snuff en ligne, qui faisaient paraître même la pornographie la plus dérangeante que vous ayez jamais vue comme aussi légère que du pain blanc. C'est pourquoi j'utilisais uniquement des liens que je trouvais moi-même, ou plus souvent, ceux que Daniel me donnait. Nous passions des jours, littéralement des jours, à nous émerveiller de toutes les folies que les gens pouvaient faire. Oui, le gouvernement avait fermé les principaux sites comme Silk Road et Mad Onion, mais ce sont les seuls que les idiots en ligne semblent remarquer. D'autres hackers m'envoyèrent des messages sur les forums demandant des sites pour obtenir de la marijuana et d'autres drogues, ce qui était aussi simple que de pointer dans une direction parmi celles qui m'apparaissaient. L'université prétendait surveiller le trafic Internet pour empêcher les gens de faire des choses bizarres en ligne, après avoir entendu dire que certaines personnes pirataient les comptes d'étudiants et ruinaient les emplois du temps en ligne, mais je vous garantis qu'ils ne faisaient absolument rien avec les gens qui le faisaient réellement. Remarque, je ne confesse pas avoir commis ces actes, je sais juste exactement quels individus les ont commis. Pour ma 3e année, j'avais déjà gagné suffisamment d'argent pour avoir ma propre configuration à plusieurs écrans, ce qui rendait le déchiffrage des détails des sites beaucoup plus rapide pour moi, car je pouvais lire plus de 200 lignes sans avoir à faire défiler l'onglet, et en fait, je suis devenu assez bon dans ce domaine. J'avais commencé à m'aventurer dans des sites très perturbants et, pour être honnête, j'ai même discuté dans des salles de chat avec certains des administrateurs responsables de ces sites. Vous seriez surpris de voir à quel point le propriétaire d'un site de pornographie enfantine pourrait paraître normal, si vous ne saviez pas qu'il avait également un travail de jour. Je suis devenu plus curieux, même si c'était très stupide de ma part. Après presque 10 ans à naviguer sans problème sur la dark web, le terme deep web est plus péjoratif si vous parlez à des utilisateurs plus expérimentés, même de nos jours, je me suis jointe à Daniel et à quelques autres dans la salle de chat, simplement en observant et en partageant quelques sites perturbants. Cela peut sembler bizarre, mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait quotidien. Daniel et un autre ami parlèrent d'un site auquel personne n'avait réussi à accéder après le cryptage, sauf une seule personne qui est encore plus un cas désespéré que moi. Le reste d'entre nous est assez convaincu qu'il est autiste ou quelque chose du genre, car le site qu'il a partagé avec nous était, sans aucun doute, le plus abject que j'ai jamais vu. Pour ceux d'entre vous qui me suivent, c'est la raison pour laquelle je publie ceci ici. Ce site est le secteur le plus cancéreux et répugnant de la partie la plus sombre de la dark web. C'est une cicatrice que je porte jusqu'à ce jour et une que je n'oublierai jamais, jamais. Je préviendrai à nouveau les lecteurs, ce n'est pas pour les cœurs sensibles et c'est quelque chose que même les personnes les plus émotionnellement insensibles ne pourront pas supporter. Je ne partagerai pas l'URL du site car je ne veux pas que cette publication soit supprimée, ni je ne veux lui donner la moindre publicité, à part ce que j'ai à dire ici. Cela dit, il avait effectivement un sous-titre dans le HTML que je laisserai à d'autres personnes comme moi pour qu'ils l'explorent s'ils le souhaitent. La plupart des gens s'y référaient comme corps froid. Le type autiste qui était dans la salle de chat auparavant a donné à Daniel et à moi l'URL cryptée. Mais il était trop excité d'avoir réussi à accéder au site par lui-même pour nous envoyer le décryptage. Donc Daniel et moi avons dû passer par tout le processus manuellement. Nous avons essayé pendant des heures. Daniel et moi avions fait cela toute notre vie d'adulte, mais nous n'avions jamais vu un code comme celui-ci auparavant. En y réfléchissant, je doute que l'autre type dans le chat l'ait déchiffré tout seul. Daniel et moi avons abandonné pour cette nuit-là, alors j'ai laissé la console de commandes ouverte et je suis sorti fumer un joint. Daniel est resté dans le chat pour que nous puissions jouer à Anvil, une version craquée russe de Halo pour PC. Mais quand je suis revenu, son microphone était muet pour une raison quelconque. Pour des gens comme nous, qui n'avions rien à cacher, nous ne mettions presque jamais nos microphones en sourdine. J'ai attendu quelques minutes, pensant qu'il était peut-être en train de se masturber ou qu'il était peut-être allé chercher quelque chose. Rien. Je n'y ai pas trop pensé. Mon cerveau était trop occupé avec le cannabis qui circulait dans mon sang. Je me suis assis et j'ai jeté un autre coup d'œil au code, pensant qu'il y avait quelque chose que j'avais manqué. Je l'avais. Le code était complètement différent, complètement déchiffré. J'ai simplement lancé l'URL. Mon PC a commencé à travailler pendant un moment jusqu'à ce que finalement, 21 fenêtres s'ouvrent sur mes 2 moniteurs, toutes montrant du code passant à travers un débogueur que j'avais installé. Même avec 32 gigaoctets de RAM, mon ordinateur faisait plus de bruit que jamais en effectuant ce genre de choses.
J'ai pensé pour moi-même, quelle merde, je vais devoir faire de l'overclocking dans le BIOS si je veux avoir une chance d'avancer. Mais je n'avais pas envie de le faire après avoir fumé autant. Je me préparais à faire un redémarrage forcé avant que mes moniteurs ne s'éteignent et ne se rallument en même temps. C'est alors que j'ai commencé à devenir un peu paranoïaque, pensant simplement à tout laisser tomber. Si seulement je l'avais fait. Les fenêtres avaient presque disparu, il ne restait que 4, et 2 d'entre elles étaient des sites normaux de la Deep Web que l'administrateur utilisait probablement pour retransmettre l'adresse IP. C'était le premier site que je voyais faire ça. Tout le texte était en rouge foncé, et était extrêmement primitif pour un site qui, par sa sécurité, je pensais serait au moins un peu plus impressionnant. La fenêtre principale n'affichait qu'une petite quantité de texte à l'écran. Si tu es arrivé aussi loin, tu sais ce qui t'attend. Si tu ne le sais pas encore, tu n'appartiens pas ici. Bien que je me sentais détendu, le texte et l'émerveillement absolu de ce que j'étais sur le point d'affronter me remplissèrent de peur. Un simple message oui ou non est apparu dans la fenêtre. J'ai accepté, préparé à ce qui m'attendait de l'autre côté. Une fenêtre de chat a pris vie dans la deuxième fenêtre restante. Je me demandais à quoi cela servait. Peut-être une autre retransmission d'IP ou une application fantôme qui cachait la vraie nature du site derrière elle. Cela disait simplement « insérer non », ainsi qu'un mot de passe optionnel, dont je ne suis toujours pas sûr de l'utilité. Le fait que des personnes puissent avoir des comptes sur un site comme celui-ci, en y repensant, me semble trop perturbant. J'ai utilisé mon alias le plus récent, Diablo. Le hashtag est censuré pour des raisons évidentes. Quelques lignes de texte rouge foncé sont passées rapidement dans la fenêtre, puis une sorte de salle de chasse est ouverte, comme celle que vous verriez sur Omegle ou quelque chose du genre. Sauf qu'ici, il n'y avait pas de publicité ni de couleur, rien d'autre que du texte rouge foncé. La salle de chat était un peu plus avancée que la première fenêtre, qui était maintenant gelée et ne répondait à aucun des commandes de la console que j'utilisais. Je dois admettre que trouver ce site en premier lieu m'a rendu assez excité. J'avais hâte de le raconter à Daniel, jusqu'à ce que la fenêtre du chat affiche des noms, et l'un d'eux je l'ai reconnu immédiatement. C'était son alias. Il y avait aussi environ 3 douzaines de personnes dans la salle de chat. Aucun des noms que je peux me souvenir, et même si je les avais, je n'oserais pas les révéler, pas après ça. J'ai essayé d'appeler Daniel au téléphone, mais évidemment, il ne répondait pas. Nous étions si aveuglés qu'il était stupide de notre part d'entrer si profondément sans même savoir dans quoi nous nous engagions. Les utilisateurs se connaissaient clairement, car ils ont commencé à écrire des messages dans la fenêtre immédiatement, tandis que Daniel et moi restions silencieux. Pendant qu'ils parlèrent de choses de manière décontractée, j'ai commencé à me détendre un peu. Peut-être que ce n'était qu'un stupide site de culte exclusif qui parlait d'organiser des affaires ou d'autres absurdités que j'avais rencontrées dans le passé. Tout semblait si normal. Alors pourquoi autant de secrets? La première fenêtre, encore blanche et sans réponse, a soudain commencé à charger un fichier vidéo. Une vidéo snuff, peut-être. Cela aurait du sens de cacher une, mais pas avec un tel niveau de sécurité. Et la salle de chat n'avait pas non plus beaucoup de sens. J'aurais aimé que toutes ces choses passent par ma tête à ce moment-là, si je n'avais pas été assez stupide pour me droguer avant de plonger dans cette merde. J'étais tenté de demander aux autres utilisateurs de quoi il s'agissait dans la vidéo, mais j'avais peur que cela me dénonce comme quelqu'un qui ne devrait pas être là. Daniel n'avait pas dit un mot non plus, donc je n'allais pas risquer de faire quelque chose de suspect. Finalement, j'ai eu le courage de demander « Pourquoi diable sommes-nous tous ici ?» essayant de paraître aussi excentrique et naïf que possible. Je n'ai obtenu aucune réponse de leur part. En fait, personne n'a dit un mot de plus. Daniel est resté silencieux, mais j'ai supposé qu'il m'avait aussi vu dans le chat, car il avait posté quelque chose. La vidéo a cessé de se charger et a commencé à être diffusée. Certains utilisateurs ont commencé à partager des messages montrant leur anticipation, tandis qu'une image d'un sous-sol sombre et gris commençait à prendre forme à l'écran. La résolution de la vidéo était assez mauvaise au début, mais elle s'est éclaircie après environ 30 secondes. J'étais terrifié. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, mes colocataires étant partis pour les vacances d'été, et je ne reviendrai pas chez moi avant 2 semaines. J'étais complètement seul dans l'obscurité, avec peu plus que le son ambiant de ce qui se passait derrière la caméra dans la vidéo. Cela a pris environ 4 ou 5 minutes pendant que je regardais l'écran, attendant que quelque chose se passe. Enfin, un homme est apparu à l'écran, tenant un tableau blanc avec des lettres étrangères, ainsi que le mot « Cold Body » écrit en dessous. L'homme avait un air plutôt sinistre,
assez obèse et avec ce que je ne pourrais décrire que comme une barbe de motard. L'homme a parlé, mais au début, je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. Il parlait en chinois, je crois, mais je n'en suis pas certain. Je ne suis pas linguiste. Heureusement pour Daniel et moi, l'homme avait une autre personne à ses côtés qui parlait anglais de manière maladroite. « Bonjour utilisateur, bienvenue au spectacle de Cold Body », a-t-il dit, je crois. Honnêtement, j'étais plus intrigué qu'effrayé à ce stade. Cette vidéo semblait pouvoir être quelque chose de pire que ce qu'elle montrait aux autres. Cette idée n'est jamais revenue à mon esprit. L'homme qui parlait anglais cassé a soudainement commencé à pleurer et à sangloter devant la caméra, se balançant d'un côté à l'autre dans ce que je ne pouvais qu'imaginer être une totale désespérance. L'homme tenant le tableau a crié quelque chose en chinois avant qu'un autre homme n'entre dans la scène et ne lui mette un pistolet sur la tête. Avant que je ne réalise que c'était un pistolet, l'homme a tiré. Il ne s'est pas arrêté là, pressant le canon contre la tempe de l'homme mort et tirant encore et encore, chaque coup éclaboussant du sang et, je suppose, des morceaux du crâne de l'homme partout. Bien, alors c'était une vidéo choc. Ce n'était rien d'inhabituel jusqu'à présent. Mais c'est quand j'ai regardé à nouveau la fenêtre de chat que j'ai réalisé ce qui se passait vraiment. Les utilisateurs parlaient de ce qu'il fallait faire ensuite. Les messages étaient écrits dans différentes langues, mais ceux que j'ai lus en anglais disaient « tire-lui encore ». C'est alors que j'ai compris que je ne voyais pas une simple vidéo choc, ni un stupide snuff film que les administrateurs avaient caché derrière un mur de proxy. Je regardais une diffusion en direct de personnes se faisant tuer devant moi. Nous le faisions tous. J'ai écrit dans le chat « Malade, que diable faites-vous » mais mes textes n'ont pas reçu de réponse car trop de personnes remplissaient le chat avec des messages dans des langues que je ne pouvais pas lire. Une autre personne a été amenée devant la caméra, cette fois déjà en train de pleurer et essayant de se libérer des cordes qui l'attachaient par les chevilles et les poignets. Elle était complètement nue et couverte de bleus et de coupures. Je n'ai rien fait d'autre que d'attendre l'inévitable. L'homme lui a tiré dans la tête et j'ai vu son corps tomber inerte au sol. Les gens dans le chat ont acclamé et ont demandé plus. Quelqu'un a levé la caméra et l'a positionnée vers une table en métal recouverte d'une sorte de sac en plastique. Le corps de la femme a été traîné par les cheveux dans le cadre et placé sur la table. Ce qui s'est passé ensuite, je ne pense pas que le monde doive le savoir. Je ne rigole pas. C'est votre dernier avertissement. Le corps était sur la table comme un chirurgien le ferait avant d'opérer une personne. Plus de personnes portant des masques de ski rouges et noirs se sont approchées du corps tenant des objets allant de couteaux de cuisine à des perceuses sans fil. Je ne pouvais pas regarder sans me sentir physiquement malade. Les hommes l'ont démembré, membre par membre, poignardant son torse et l'ouvrant en deux. J'ai regardé à nouveau juste pour voir l'un des hommes avoir des rapports sexuels avec le cadavre mutilé. J'ai failli vomir sur mon clavier, mais j'ai réussi à me contrôler avant que cela ne se produise. Mon cœur battait la chamade. Toute la situation était si troublante et j'étais plongé dans quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais gérer. Quand ils ont terminé, il ne restait qu'une sorte de moignon humain, bien que l'on ne puisse plus appeler cette chose un humain. Sa tête avait littéralement été arrachée de son cou et mise dans sa cavité thoracique avec l'un de ses bras. 3 autres personnes ont été amenées à l'écran, toutes criant pour leur vie et essayant de s'échapper. À l'une d'elles, on a tiré dans la jambe, tandis que les 2 autres tremblaient, debout à leur place, essayant de ne pas crier. Encore une fois, l'homme tenant le tableau s'est approché de l'objectif de la caméra et a regardé directement dedans. J'ai vu ses yeux noirs, éclaboussés de sang sur son visage. Ma respiration s'est accélérée et j'ai dû détourner le regard. C'était comme s'il me regardait directement. Il a dit quelque chose d'autre dans une langue étrangère, probablement la même que précédemment. Quand il a cessé de parler, la fenêtre de chat s'est également arrêtée. Il n'y avait presque pas un seul message nouveau, juste une fenêtre de chat attendant une réponse. Environ 20 secondes se sont écoulées pendant que l'homme continuait à fixer la caméra sans dire un mot. Au début, rien ne se passait, mais ensuite ils ont mentionné Daniel et moi par nos noms d'utilisateurs. Plus d'utilisateurs ont commencé à remplir le chat avec nos noms, inondant le message de défilement. Dès qu'ils ont mentionné nos alias, j'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de fermer les fenêtres noires, mais chaque fois que j'essayais, la fenêtre disait que l'application ne répondait pas. La diffusion en direct continuait, l'homme continuait à me regarder et les messages continuaient à apparaître, me demandant de dire quelque chose. Un des rares commentaires en anglais approprié est apparu. Il demande qui nous devons tuer en premier. Je suis resté figé pendant environ 5 secondes avant de débrancher mon ordinateur. Je ne me souciais plus de rien.
Je voulais juste sortir de ce site et ne jamais revenir. Je suis resté assis devant l'écran vide pendant un moment avant de commencer à marcher dans la cuisine. C'était déjà fait. Je n'ai pas dormi du tout. J'étais trop traumatisé pour penser à me reposer après ce que j'avais vu. À ce moment-là, j'ai envisagé de signaler le site à la police, mais moi, plus que quiconque, je sais qu'ils ne peuvent rien faire pour arrêter ça. Penser qu'il peut exister d'autres sites comme celui-ci, que d'autres personnes sont tuées et mutilées pour le divertissement, est quelque chose auquel je ne peux m'empêcher de penser. J'ai passé 2 jours à parler de ce sujet avec quelques amis proches, bien que j'ai omis tous les détails et que je leur ai simplement dit que j'avais vu quelque chose de perturbant en ligne. Tout le monde savait ce que je faisais pendant mon temps libre, donc ils n'y ont pas beaucoup réfléchi, car je leur avais déjà parlé de films snuff et de sites perturbants auparavant. Ils ne savaient pas ce que Daniel et moi avions vu. Enfin, j'ai rassemblé le courage de rallumer mon ordinateur et je me suis senti complètement soulagé de voir qu'il n'y avait aucun signe de virus et, surtout, aucune fenêtre noire éparpillée sur mon bureau. Je suis immédiatement allé vérifier si Daniel m'avait laissé un message sur RAD. J'avais plusieurs messages de lui, avec quelques pièces jointes. La première chose qui a attiré mon attention était les maudites pièces jointes. C'étaient des photos de moi, volées de mon Facebook et de mon email. Il y avait des photos de mon ancienne école, de l'université, et même de mes amis ici. Les messages qui suivaient comprenaient mes adresses, mes emails, mes alias en ligne, et même les noms des membres de ma famille. Mon adresse IP était à la fin du message, et c'est alors que j'ai réalisé ce qui se passait. La dernière image était de mon ex-petit ami et moi, avec son adresse IP et des détails superposés en haut de la photo. Il n'y avait aucune manière qu'il m'ait retrouvé aussi facilement. Je me suis pris quelques minutes pour me calmer avant d'écrire en retour. « Que s'est-il passé? Qui es-tu » Je n'ai reçu aucune réponse, et jusqu'à ce jour, je n'en ai toujours pas. Il a toutes mes informations. Il sait tout sur moi et ma famille, et je ne sais pas ce qu'il pourrait savoir d'autre. Depuis que je suis sorti de cette diffusion en direct, je ne sais pas ce qui est arrivé à Daniel. Je peux juste prier pour que les informations qu'il a ne tombent pas entre les mains de ces meurtriers fous qui ont tué et profané des dizaines de personnes dans la partie la plus sombre d'Internet. Je ne peux pas laisser ces gens me trouver, ni ceux qui me sont chers. Je ne retournerai jamais à cette partie d'Internet. Ce n'est pas sûr pour moi, pour toi ou pour quiconque. La police ne peut pas les retrouver, mais ils peuvent te retrouver. N'essaie pas de trouver le site. N'essaie pas de signaler le site. Ils te feront ce qu'ils m'ont fait. Et si tu penses qu'ils ne te trouveront pas, rappelle-toi que j'étais une personne qui se considérait invincible. Veux-tu prendre le risque de te faire retrouver par quelqu'un comme toi ? Ne t'aventure pas dans la Deep Web. Pour le bien de l'humanité, ne cherche jamais les personnes derrière cela. Ils te trouveront d'abord. J'ai utilisé le dark web pendant un temps considérable. Je ne suis pas un expert en sécurité ni en technologie, mais j'ai réussi à naviguer et à découvrir quelques-uns des recoins les plus sombres d'Internet. Et c'est là que je me suis accroché à Silk Road. Pour être honnête, au début, c'était purement par curiosité. Je trouvais fascinant de voir comment un marché aussi vaste de choses illégales pouvait exister sous les yeux de quiconque savait comment y accéder, sans que les autorités puissent faire grand-chose à ce sujet. Ainsi, peu à peu, je me suis familiarisé avec cet espace virtuel. Silk Road était, pour le dire d'une certaine manière, mon préféré. Je pouvais accéder à des substances illégales comme si je naviguais sur Amazon ou eBay, ce qui était presque absurde. Bien sûr, j'étais conscient des risques, mais ce qui me convainquait de continuer, c'était à quel point tout semblait facile. L'anonymat, le paiement en bitcoin, les transactions sans laisser de traces, ou du moins, je le pensais. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais réellement vulnérable. La confiance m'aveuglait, et je n'ai jamais pensé que quelque chose pourrait mal tourner jusqu'à ce que tout explose à ma figure. Un jour, comme un autre, j'avais terminé de passer une commande sur Silk Road, quelque chose de routinier pour moi à l'époque. J'étais tranquille, même excité, attendant de recevoir le colis comme je le faisais toujours. C'était si mécanique que je ne me donnais même pas la peine de penser à ce que je faisais. Ce soir-là, après une longue journée de travail, je me suis allongé sur le lit et j'ai ouvert Twitter pour passer le temps. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit d'anormal, mais alors j'ai vu qu'il y avait un message direct qui m'attendait. Le message ne venait de personne que je connaissais. En fait,
L'utilisateur n'avait même pas un nom reconnaissable. C'était un compte générique, sans photo de profil, créé ce même jour. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était que c'était du spam ou une arnaque stupide. Mais en ouvrant le message, mon cœur s'est arrêté. Je sais ce que tu achètes sur Silk Road. Tu es un amateur. Tu n'as aucune idée de comment protéger ton identité. Je t'ai, et si tu ne me donnes pas ce que je demande, je vais te livrer à la police. Je suis resté gelé. C'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé une éternité, essayant de traiter ce que je lisais. Comment diable cette personne savait-elle que j'utilisais Silk Road ? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'avais peut-être fait une erreur. Peut-être avais-je laissé une trace, un indice que cette personne avait utilisé pour me retrouver. Mais non, je refusais d'y croire. Ça devait être un mensonge, n'est-ce pas ? J'ai respiré profondément, essayant de me calmer. Je lui ai répondu, le défiant, en lui disant que je ne savais pas de quoi il parlait, que c'était impossible qu'il ait des informations sur moi. Mais au fond, j'étais nerveux, très nerveux. Cependant, je ne m'attendais pas à la réponse que j'ai reçue quelques minutes plus tard. « Ah oui ? Que dirais-tu de demander à Carol et Steven ce qu'ils pensent de ce que tu fais ? Ou peut-être au monsieur Jones de ton lycée ? Je suis sûr qu'ils seraient tous surpris, tu ne crois pas ? » Mon cœur s'est emballé. La sueur a commencé à couler sur mon front. Comment diable connaissait-il les noms de mes parents ? Et celui de mon professeur de lycée ? Ce sont des détails personnels, des informations qui ne devraient être disponibles nulle part, et encore moins pour un inconnu dans le dark web. J'ai essayé de garder mon calme, mais mes mains tremblaient en lui répondant. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse savoir tout cela. Ce qui se passait n'avait pas de sens. La peur s'emparait de moi de plus en plus, car plus j'y pensais, plus j'étais convaincu qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Mon anonymat avait été compromis, ou du moins, c'est ce que je croyais. La chose suivante que j'ai reçue était une demande. Le type me demandait de l'argent. Il n'a pas précisé combien au début, mais il a clairement indiqué que si je ne satisfaisais pas ses demandes, il enverrait toutes les informations sur mes achats à la police. Il me faisait du chantage, et le pire, c'est qu'il pouvait le faire. Il avait toutes mes informations, savait qui j'étais, où je vivais, qui étaient mes parents, mon histoire personnelle. C'était comme s'il m'avait toujours surveillé. Mon esprit a commencé à tourner à 1000 à l'heure. Comment étais-je arrivé ici ? Était-ce ma faute ? Avais-je fait une erreur en utilisant Tor ? J'avais toujours pensé que ce navigateur était ma protection, qu'il me rendait invisible, mais maintenant tout semblait être une illusion. Tout cela n'était-il qu'une tromperie ? Je ne pouvais pas penser clairement. Chaque seconde qui passait me semblait une éternité. La peur d'être découvert, que la police débarque chez moi, que mes parents reçoivent un appel et découvrent ce que je faisais. C'était insupportable. J'étais piégé. Après ce message, tout mon monde a commencé à vaciller. Je ne savais pas si je devais lui donner de l'argent. Je ne voulais pas céder au chantage, mais j'avais aussi peur de ce qu'il pourrait faire si je ne le faisais pas. Ma vie pouvait se terminer à tout moment si cette personne décidait de tenir sa promesse. Le bloquer était ma seule réponse à ce moment-là, bien que je n'ai pas cessé de penser que c'était peut-être un mouvement trop impulsif. Que se passerait-il s'il se fâchait ? La paranoïa s'est emparée de moi. Chaque appel téléphonique, chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter. Je tournais dans mon lit, imaginant le pire. J'ai commencé à devenir obsédé par l'idée que quelqu'un me suivait. Je ne pouvais pas être tranquille. Je passais des heures à vérifier mon historique de navigation, essayant de comprendre comment j'avais été piraté. Comment savait-il tant de choses sur moi ? Je refusais de croire que cela pouvait être juste parce que je suivais un compte Twitter. Mais c'était la seule explication logique que je trouvais. Jour après jour, je pensais à cela, à comment j'étais tombé dans le piège de ma propre curiosité. La peur, la tension constante, me suivaient comme une ombre. Il y avait même des moments où je pensais aller moi-même à la police, tout avouer et faire face aux conséquences, juste pour me libérer de l'angoisse d'attendre que quelque chose de mauvais se produise. Mais je me retenais toujours, craignant que cela n'aggrave les choses. Au final, rien ne s'est passé. Après plusieurs jours, et après avoir bloqué le blackmailer, je n'ai plus reçu de message. C'était comme si tout s'était évaporé. Cependant, la tension ne disparaissait pas. Je ne savais pas si cette personne attendait le bon moment pour m'attaquer, si elle planifiait quelque chose de plus. La seule chose qui restait était la peur et la certitude que je ne retournerais jamais sur Silk Road ou le dark web. Cette expérience m'a marqué. C'était un avertissement trop proche, une leçon que je n'oublierai jamais.
Je n'étais pas si invincible que je l'avais cru. Le dark web n'est pas un jeu, et même si l'on pense être protégé, la vérité est qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille, attendant la moindre erreur. Maintenant, chaque fois que je pense à ce message, à la peur que j'ai ressentie, je me rends compte à quel point j'étais naïf. Je ne suis pas un expert, ni ne prétends l'être, mais une chose est sûre, je ne m'approcherai plus jamais de ce monde sombre. J'ai regardé une série sur YouTube sur l'exploration du Deep Web. Je ne vais pas nommer la série ni la chaîne à laquelle elle appartient, je ne suis pas payé pour faire de la publicité de toute façon. J'ai cherché une vidéo sur comment accéder à ce Deep Web, je l'ai fait rapidement et sans trop de précautions, sans vraiment enquêter sur ce qu'il ne fallait pas faire. Grande erreur. Laisse-moi te dire une fois pour toutes, utiliser Windows sur le Deep Web est une mauvaise idée, je le savais. C'est facile d'être piraté de cette manière, puisque c'est le système d'exploitation le plus courant. Je sais que tu peux démarrer depuis une clé USB Live avec un système d'exploitation basé sur Linux. Une recherche simple sur Google peut te dire comment le faire. Ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Mais je pensais que si mon ordinateur portable était piraté, je serais foutu. Je ne peux pas me permettre d'acheter simplement un nouveau. Alors, j'ai pensé qu'il serait intelligent d'utiliser ma tablette Android. Quel génie, n'est-ce pas? Oui, je sais, je suis un idiot. Quelques applications de VPN plus tard, et j'étais déjà en train de naviguer sur le Deep Web, regardant autour de moi comme un petit enfant dans un magasin pour adultes, sans aucune idée de ce que tout cela signifie, mais intéressé par tout. Je sais que tu peux trouver beaucoup de matériel snuff et des réseaux de pédophilie, alors j'ai avancé avec prudence. Malheureusement, je suis tombé sur l'un des deux. Je ne vais pas dire lequel, mais ça m'a retourné l'estomac et j'ai failli tout laisser tomber à ce moment-là. En fait, je l'ai laissé pendant quelques minutes, je l'ai attribué à un coup de malchance et j'ai décidé d'être plus prudent. Ça ne m'intéresse pas, même de loin. Je ne suis pas un déviant avec des fétiches snuff ou des enfants. Mon Dieu, cette image sera probablement gravée dans mon esprit pour le reste de ma vie misérable. Quoi qu'il en soit, j'ai navigué pendant quelques heures. Il était plus de 3 heures du matin. J'ai entendu dire qu'il vaut mieux utiliser le Deep Web la nuit, moins de trafic. J'ai trouvé quelques sites intéressants. Il y a un tas de choses religieuses là-bas. Tu serais surpris de la fréquence à laquelle tu rencontres des satanistes, ou, au moins, des personnes qui prétendent l'être. La plupart du temps, ce sont probablement des adolescents rebelles qui s'opposent à leur famille religieuse. Je ne vais pas entrer dans mes opinions religieuses, ne t'inquiète pas. Il y a même plusieurs de ses propres réseaux sociaux et services de messagerie. Non, merci. Tu t'exposes à te faire harceler par un fou si tu utilises l'un de ces services, ou, mieux encore, à te faire escroquer par un catfish ou un honeypot. Il y a aussi plein de blogs de conspiration, à la fois intéressants et hilarants, allant de Justin Bieber et secrètement un reptilien membre des Illuminati, à des fichiers filtrés sur l'expérimentation humaine. Il y avait même un gars qui prétendait avoir découvert le voyage interdimensionnel en tombant dans un terrier de lapin, littéralement un trou dans le sol fait par un lapin duveteux. Je dirais que tu ne peux pas inventer de telles choses, mais tu peux clairement le faire. Sérieusement, l'expérimentation humaine. Tu devrais éviter ce genre de choses. Si tu avais encore un peu de foi en l'humanité, tu la perdrais en un clin d'œil. D'où saint Hobgoblin, j'espère que ces choses ne sont pas réelles. Je veux dire, mon Dieu, des magasins d'armes, des magasins de drogue, des photos de célébrités nues, des films piratés, des hackers à gages, des tueurs à gages, des programmeurs de virus, des script kiddies, des cartes de crédit volées, peu importe. Il y avait même un site qui vendait des billets de dollars américains volés qui étaient destinés à être détruits à cause de leur ancienneté ou de leur mauvais état. On dirait qu'ils avaient pas mal de clients aussi. Pas étonnant que l'économie soit à plat. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a beaucoup de choses légitimes là-bas. J'ai visité le site d'un gars très intelligent qui créait son propre système d'exploitation personnalisé. Il avait même des jeux et des choses dans le genre. Des choses amusantes aussi. Un culte fictif, fait pour des gens appelés Dan, a été l'un de mes préférés. Les personnes qui n'étaient pas des maniaques semblaient être d'esprit ouvert, bien que légèrement paranoïaques. Puis je suis tombé sur un site qui, prétendument, te donne accès aux webcams des ordinateurs personnels des gens. J'étais curieux. Je n'aurais pas dû l'être, je le sais.
Je ne m'attendais pas à voir des filles en webcam, juste quelques idiots avec la bouche ouverte fixant leurs écrans à regarder des let's plays ou une connerie, et c'est exactement ce que j'ai vu, des neckbeards, des adolescents, des vieux confus. Le répertoire complet. Là j'étais, riant de gens pris au dépourvu, puis je me suis vu. H. J'ai pensé sarcastiquement. Ils accèdent à ma caméra et essaient de me faire une bonne frayeur. Ils ont presque réussi au début, quand même je me suis déconnecté. Je me suis rendu compte à quel point ce que je faisais était mauvais, sans mentionner à quel point c'était illégal. Je suis revenu sur le web normal et j'ai vu quelque chose sur Netflix. Puis, mon Skype a commencé à sonner. Un autre numéro de Skype m'appelait. J'ai pensé que c'était peut-être un de mes amis qui l'essayait. Je l'avais dérangé pendant un certain temps pour qu'il obtienne Skype afin que nous puissions discuter pendant que nous jouions sur Steam. Alors j'ai répondu. Au début, il y avait du silence. Puis j'ai entendu une voix, celle d'un homme. On aurait dit un gars plus âgé, d'un peu plus de 50 ans. « Tu as l'air bien », a-t-il dit. Sans hésiter un instant, j'ai raccroché, supprimé toutes les applications liées au Deep Web de ma tablette, éteint et redémarré mon routeur. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ce type a obtenu mon numéro de Skype et, pour être honnête, je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que si tu vas utiliser le Deep Web, je te le demande pour ta propre sécurité. Fais plus de recherches que je n'en ai faites. Parle à quelqu'un qui a de l'expérience dans la configuration d'un bon VPN ou d'un autre type d'anonymat. Tu ne le trouveras sûrement pas dans le maudit Google Play. Au cours des 2 derniers mois, les choses ont constamment changé. J'ai fait le check-in dans presque 40 hôtels, tous les 2 nuits ou quelque chose comme ça, et je finis toujours par devoir partir avant de me sentir trop à l'aise. La raison est que si je reste, je meurs. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai entendu parler de la Deep Web. J'avais environ 14 ans et j'étais au collège. Ce n'était pas quelque chose dont les gens parlaient ouvertement, c'était plutôt une rumeur, une légende urbaine dont seuls quelques-uns étaient au courant. J'avais entendu dire que dans cette partie sombre d'Internet, on pouvait acheter des drogues, des armes et je ne sais quoi d'autre. C'était intriguant, oui, mais en même temps terrifiant. À cet âge, ma curiosité l'emportait toujours sur la peur, mais ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai encore du mal à traiter aujourd'hui. Un après-midi, nous étions en cours d'informatique, un de ces cours où le professeur ne faisait pas vraiment attention à ce que nous faisions et nous laissait libres devant l'ordinateur. Mes amis et moi nous ennuyions facilement, donc nous finissions toujours par nous mettre dans des ennuis, explorant des choses que nous ne devrions pas. Ce jour-là ne fut pas différent. Un de mes amis, que j'appellerai Thomas pour protéger son identité, a évoqué la Deep Web. Au début, nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention, car nous avions entendu ces histoires auparavant, mais il a insisté. Il nous a raconté qu'il avait lu comment accéder à cette partie cachée d'Internet et que nous pourrions essayer. L'idée de le faire à l'école, avec les ordinateurs de l'établissement, ne semblait pas être la meilleure, mais nous y voilà, tentés par l'adrénaline de faire quelque chose d'interdit. Thomas nous a convaincus que ce ne serait pas grand-chose, que le pire que nous verrions serait des annonces de drogue ou d'armes illégales. Moi, qui à l'époque n'avais aucune notion des dangers réels d'Internet, me suis laissé emporter. Ce fut ma première grande bêtise. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Entre rires nerveux et regards complices, nous avons commencé à chercher comment accéder à la Deep Web. Thomas, qui semblait en savoir plus que nous tous, nous a guidés à travers un tutoriel rapide sur Internet, utilisant des proxys et Tor pour nous protéger. Bien que, avec du recul, tout cela ait semblé très improvisé. Nous ne savions pas dans quoi nous nous engagions. Je comprenais à peine ce que je faisais, mais mon cœur battait fort dans ma poitrine, et chaque pas que nous faisions semblait nous rapprocher de quelque chose d'inconnu et de dangereux. Je me souviens encore de la façon dont, en chargeant la page d'accueil de la Deep Web, nous nous sommes regardés, nerveux, mais en même temps excités. Nous avions franchi le seuil. Au début, tout semblait plus ou moins conforme à ce que Thomas avait dit. Des annonces de drogue, des armes, des documents falsifiés. Des choses illégales, oui, mais pas si surprenantes compte tenu de ce que nous avions entendu. Il semblait que cet endroit sombre n'était pas si sombre après tout, et pendant un moment, j'ai pensé que c'était une exagération de nos esprits adolescents. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Un de mes amis, que j'appellerai Nico, est tombé sur un lien qui, au départ, semblait inoffensif.
Il ne disait pas grand-chose, juste quelque chose sur cuisine avancée. Cela nous a paru étrange, mais pas suspect. En cliquant, la page a mis quelques secondes à charger, et quand elle l'a finalement fait, ce que nous avons vu nous a laissés tous figés devant l'écran. La page que nous avions ouverte n'était pas un simple guide de cuisine. C'était, sans exagérer, la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'y avait pas de recette commune, pas de plat que l'on pourrait attendre. Ce qu'il y avait, c'était une sorte de guide, détaillé et graphique, sur la façon de cuisiner une personne. Et pas n'importe quelle personne, non. Ce guide était spécifiquement destiné aux femmes. Au début, je pensais que cela devait être une blague de mauvais goût, quelque chose d'ironiquement sarcastique. Mais plus nous lisions, plus il devenait clair qu'il n'y avait rien d'humoristique dans ces mots. C'était un manuel totalement sérieux et détaillé, avec des images et des descriptions minutieuses sur quelle partie du corps était meilleure pour certains découpes. Je n'ai jamais ressenti autant d'horreur de ma vie. Et le pire, ce n'était pas seulement l'idée de ce que nous lisions, mais le ton froid et calculateur avec lequel cela était écrit. L'auteur de cette page parlait comme s'il décrivait comment dépecer un poulet, mais il parlait de personnes, de femmes. Mes mains ont commencé à trembler. J'avais l'impression de manquer d'air, comme si quelqu'un serrait ma poitrine de toutes ses forces. Mes amis, qui jusqu'à ce moment-là s'étaient montrés ludiques et confiants, étaient dans un silence complet. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils ne savaient pas comment réagir. Thomas, le plus courageux de tous, s'est même éloigné de l'ordinateur et a murmuré quelque chose comme « c'est trop ». J'ai essayé de détourner le regard de l'écran, mais les images restaient là, brûlées dans ma mémoire. Le pire est venu après, quand nous avons continué à lire. Il ne s'agissait pas seulement de découpes et de préparation, il y avait une section qui décrivait comment garder la victime en vie le plus longtemps possible tout en réalisant le processus. Ce mot, processus, se répète encore et encore dans ma tête. C'était inhumain. Le niveau de détail, le mépris total pour la vie humaine, était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse concevoir et encore moins publier. J'ai ressenti des nausées. Un moment, j'ai pensé que j'allais vomir là, sur le clavier de l'ordinateur. Je ne savais pas quoi faire. Nous voulions sortir de là, mais quelque chose nous retenait, comme si nous avions besoin de comprendre pourquoi quelque chose d'aussi monstrueux existait. La peur nous paralysait. Nico fut le premier à réagir, fermant la page d'un coup, comme si le faire pouvait effacer ce que nous avions vu. Mais le mal était déjà fait. Nous restâmes en silence pendant ce qui sembla être des minutes éternelles, personne n'osant parler, comme si dire quelque chose pourrait rendre réelles les horreurs que nous avions observées. Finalement, Thomas fut le premier à briser le silence. « Nous devons sortir d'ici », dit-il, sa voix à peine un murmure. Et sans réfléchir à deux fois, nous avons éteint les ordinateurs. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où nous avons fermé cette page et le moment où nous avons finalement quitté le cours d'informatique. Les heures suivantes furent une sorte de brouillard. Je me souviens d'avoir marché dans les couloirs de l'école, regardant les gens autour de moi, me demandant comment il était possible que dans un coin du monde, quelqu'un puisse être capable d'écrire quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas le traiter. Personne ne pouvait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, les images revenaient. Les textes froids et cliniques résonnèrent dans ma tête. Je me sentais sale, coupable d'être entré dans cet endroit, même par curiosité. Je savais que je ne serais plus jamais le même. Le lendemain, mes amis et moi avons évité le sujet. Personne ne voulait parler de ce que nous avions vu. Il semblait que le simple fait de le mentionner ferait de ces horreurs une réalité à nouveau. Nous nous sommes promis de ne jamais revenir sur la Deep Web, même de ne pas la mentionner. Mais le poids de ce que nous avions vu avait déjà laissé une marque sur nous. Et ainsi, jusqu'à ce jour, je ne suis jamais retourné sur la Deep Web. Je ne veux pas savoir quelles autres atrocités pourraient m'attendre là-bas, dans cet endroit sombre où l'humanité semble disparaître complètement. C'est un endroit qui devrait rester caché, un endroit auquel personne ne devrait jamais accéder. Laisse-moi commencer par expliquer pourquoi je raconte cela. J'ai 25 ans, et ma vie est la plus ennuyeuse que tu puisses imaginer. Je me lève, je vais au travail, je rentre chez moi, et je répète. C'est le même cycle tous les jours, comme si j'étais piégé dans une boucle éternelle de monotonie. Rien d'intéressant ne se passe. Bien sûr, j'avais besoin de faire quelque chose pour compenser ce sentiment constant de vide,
cette routine qui me consommait lentement. Je travaillais dans un bureau quelconque, avec des collègues quelconques, mais il y en avait un qui se démarquait un peu plus. Rob, c'est ainsi que nous l'appellerons, pour protéger son identité, était le type typique qui aimait parler de choses bizarres sur Internet, de théories du complot et de sujets sombres. Un jour, lors d'une de ces conversations où nous essayions d'éviter l'ennui, il a mentionné quelque chose qui a immédiatement attiré mon attention, la Deep Web. Oui, j'en avais déjà entendu parler auparavant, comme la plupart des gens. Je savais que c'était là où les gens achetaient des drogues et des armes, rien de nouveau. Mais ce que Rob a mentionné ensuite est ce qui a vraiment capté mon intérêt, la Shadow Web. Je ne savais pas grand-chose sur la Shadow Web, mais Rob l'a décrite comme quelque chose de plus profond, de plus sombre que la Deep Web. Il disait qu'il y avait des portails cachés sous les liens pointe-oignon et que seuls les plus audacieux ou ceux avec suffisamment d'argent pouvaient y accéder. Selon lui, entrer dans la Shadow Web coûtait environ 5 bitcoins. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je ne savais pas si Rob parlait sérieusement ou s'il essayait juste de me faire peur, mais l'idée d'un endroit encore plus sombre et interdit que la Deep Web m'a rempli de curiosité. Mon niveau d'intérêt a grimpé en flèche, tout comme mon adrénaline. Rob m'a averti, bien sûr, il a dit que ce n'était pas un endroit à prendre à la légère. Mais moi, têtu comme je suis, j'ai ignoré tous ces avertissements. Je ne pouvais pas résister à la tentation. Ce fut la première grande erreur. En rentrant chez moi du travail, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Rob m'avait raconté. L'idée de la Shadow Web me poursuivait comme une ombre. Je suis rentré chez moi avec une mission claire, découvrir si tout cela était réel. J'ai acheté quelques cartes cadeaux dans un magasin local et, lorsque je suis arrivé dans mon appartement, je les ai échangées contre des bitcoins. Cela semblait la façon la plus sûre de le faire, ou du moins je le pensais à ce moment-là. Mais trouver un portail vers la Shadow Web s'est avéré beaucoup plus difficile que ce que j'attendais. J'ai passé des heures à chercher, chaque nuit, à naviguer sur la Deep Web, essayant de trouver quelque chose qui ressemblait à un accès. Les 3 premières nuits furent une perte totale de temps. Je ne trouvais que des forums anciens, des sites abandonnés et des liens morts. Mais la 4e nuit fut différente. Après des heures de recherche, j'ai finalement trouvé quelque chose, un lien qui semblait prometteur. Je n'étais pas sûr de si c'était ce que je cherchais, mais la curiosité me poussait à aller de l'avant. J'ai créé un email jetable, suivant les précautions de base que j'avais apprises en lisant des forums, et j'ai acheté un pass. Le site m'a fourni des instructions détaillées sur la façon d'accéder à la Shadow Web. J'avais le cœur au bord des lèvres. Je n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, encore moins de participer aux streams en direct que Rob avait mentionnés, mais je voulais savoir si c'était réel. J'ai suivi les instructions à la lettre, et peu après, je me suis retrouvé dans ce qui semblait être un autre monde, un endroit dont je savais que je ne devrais pas faire partie, mais il était déjà trop tard pour faire demi-tour. La première chose qui m'a frappé fut à quel point la page d'accueil était absurde. C'était ringard, presque ridicule, avec un grand panneau disant quelque chose comme « Bienvenue à ce que tu ne devrais pas voir ». J'ai dû rire, même si quelque chose au fond de mon estomac me disait que rien de tout cela n'avait de sens. La page avait plusieurs catégories, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Des gens ayant des relations avec des cadavres, des niveaux extrêmes de CP, que je ne veux même pas expliquer, des choses que je n'aurais jamais imaginées. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos, mais d'une certaine manière, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Je me sentais attiré par l'obscurité, même si je savais que je devais m'en éloigner. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui a éveillé encore plus ma curiosité. De petites fenêtres de chat apparaissaient dans le coin de l'écran. J'ai cliqué sur l'une d'elles, presque sans y penser. Ce fut ma 2e grande erreur. La salle de chat était remplie d'utilisateurs. Certains avec des noms d'utilisateurs normaux, d'autres avec des noms qui ne pourraient être décrits que comme dérangeants. Parmi eux, il y en avait un appelé Black Eyed Greg et d'autres encore pires, que je préfère ne pas me rappeler. Ils m'ont demandé de créer un nom d'utilisateur, et dans ma maladresse, j'ai décidé de faire une blague. Je me suis inscrit sous le nom Crispy Bacon, ce qui au début me semblait une blague stupide est vite devenu la plus grande bêtise que j'aurais pu faire. Le chat m'a accueilli avec des messages rapides, des salutations et des commentaires étranges. Ma curiosité m'avait plongé dans un endroit dont je ne savais pas si je pouvais sortir. Tout à coup, un message du modérateur de la salle de chat est apparu. Il disait que le spectacle était sur le point de commencer. Je savais ce qui allait se passer, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. Ce n'était pas un spectacle ordinaire.
C'était le genre de spectacle dont Rob m'avait averti. Une diffusion en direct. Et pas n'importe laquelle, c'était une diffusion en direct de ce que l'on pouvait imaginer de pire. Un meurtre. La vidéo a commencé, et à l'écran est apparue une fille, probablement dans la vingtaine, assise devant un ordinateur, comme si elle était dans sa chambre, innocente, sans savoir ce qui allait lui arriver. Dans le chat, les messages ont commencé à arriver. Des commentaires malades sur ce qu'il ferait avec elle, comment il la violerait, comment il la blesserait. Je voulais sortir de là, mais je ne pouvais pas. Alors, une porte derrière elle s'est ouverte lentement avec un grincement qui m'a glacé le sang. 2 hommes sont entrés, tous 2 avec des sacs noirs sur la tête, avec des trous découpés pour les yeux et la bouche. Ils ne disaient pas un mot. L'un d'eux a allumé la lumière de la pièce, ce qui a fait que la fille s'est retournée, effrayée. La panique sur son visage était palpable. Avant qu'elle ne puisse réagir, les hommes l'ont attaquée. Ils l'ont rapidement ligotée, la maintenant immobile. Ils lui ont arraché ses vêtements pendant qu'elle criait. C'est à ce moment-là que mon instinct de vouloir faire quelque chose m'a poussé à écrire dans le chat. C'est quoi ce bordel ? Je contacte les autorités maintenant. Mais je n'avais pas fini d'écrire quand un message privé est apparu sur mon écran, d'un utilisateur appelé Redneck3. Ce que j'ai vu m'a paralysé. Il écrivait mon adresse, mon nom, mon numéro de téléphone. Toutes mes informations personnelles. Il savait exactement qui j'étais. Mon cœur s'est arrêté. J'ai senti que l'air me manquait. Comment pouvait-il savoir qui j'étais ? Mon corps entier tremblait. Je savais que j'avais fait quelque chose de stupide, quelque chose dont je ne pourrais pas m'échapper si facilement. J'ai immédiatement déconnecté ma session, éteint mon ordinateur et débranché le tout. Mais il était déjà trop tard. Je savais qu'on me suivait. À partir de ce moment, ma vie a complètement changé. Cela s'éternise trop. Je dois me déconnecter. Je dois déménager encore. Je ne peux plus rester longtemps au même endroit. Mais je reviendrai bientôt, les gars, si je survis.